des enseignants, nous avons des personnes handicapées qui sont des athlètes, nous avons des personnes handicapées qui sont des étudiants. Au plan sanitaire, il y a une adaptation du système de santé aux spécificités des personnes handicapées. Insuffisance des spécialistes, coût élevé du matériel sont les problèmes essentiels rencontrés. Le docteur Koulibaly Abderrahman, directeur exécutif de l'ONG Vivre Debout, mène depuis des années le combat pour l'accès aux soins par un plus grand nombre de personnes handicapées. C'est un centre qui a été créé en avril 2000 grâce au concours de l'ONG internationale Handicap International et du CHU de Yopougon. Le centre a été créé sur le constat d'un manque de structures de réadaptation pour les personnes handicapées physiques en Côte d'Ivoire. Et Handicap a voulu pallier à cette insuffisance en collaboration avec le CHU de Yopougon. Le centre Vivre Debout, qui est un centre de production d'appareils orthopédiques. Nous produisons des prothèses. Une prothèse, c'est un appareil qui vient remplacer une partie du corps qui n'existe pas. Nous avons des prothèses des membres inférieurs, prothèses des membres supérieurs. Et nous produisons aussi des orthèses. Une orthèse, c'est un appareil qui vient soutenir une partie du corps qui a des difficultés de fonctionnement. C'est le cas des membres supérieurs, des membres inférieurs et même du tronc. Et nous mettons à disposition de nos patients ce qu'on appelle dans le jargon médical les aides techniques. Les aides techniques, c'est tout ce qu'il y a comme fauteuil roulant, canne anglaise, béquille et bien autres éléments qui permettent à la personne d'améliorer son activité quotidienne. Vivre Debout travaille depuis 2000 et nous recevons en moyenne près de 950 patients l'an et ce chiffre ne cesse de croître d'année en année. Vu que les facteurs favorisant le handicap sont en plein essor en Côte d'Ivoire, si on peut s'exprimer ainsi, la crise qui a créé de nombreuses victimes, le parc auto de la Côte d'Ivoire qui est en propulsion avec de nombreux accidents annuels qui créent des amputations. Nous avons aussi des maladies chroniques comme le diabète, l'hypertension qui chaque jour ne font que augmenter le nombre de personnes en situation de handicap. Sans oublier la poliomyélite qui jusque-là n'a même pas encore été éradiquée dans nos différents pays. Pour dire que c'est une activité où nous nous trouvons en croissance de demandeurs chaque année. Les difficultés que nous rencontrons dans l'exercice de notre métier, c'est le plus souvent le niveau de vie de la population concernée, c'est-à-dire les personnes handicapées. Le rapport de pauvreté montré en Côte d'Ivoire qui est autour de 48%, et dans le monde montre que les personnes handicapées sont les personnes les plus victimes lorsqu'on parle de pauvreté. Ce qui fait que pour renouveler leurs appareils, pour avoir de l'argent pour payer les appareils, ils ont d'énormes difficultés. Ça, c'est la première difficulté. La deuxième difficulté, les professionnels du métier sont en nombre insuffisant en Côte d'Ivoire. Les médecins rééducateurs, il n'y en a pas beaucoup. Les kinésithérapeutes, il n'y en a pas non plus. Et les techniciens orthoprothésistes, la Côte d'Ivoire n'en compte que 6. Alors que l'OMS recommande un professionnel de la réadaptation pour 300 habitants. Nous sommes loin du compte. Ça, c'est la deuxième difficulté. La troisième difficulté aussi que nous rencontrons, c'est l'approvisionnement en matériel pour fabriquer les intrants. Nos matériaux sont importés, notamment en Suisse et dans d'autres pays limitrophes, et nous subissons les frais de douane et les frais d'acquisition que nous sommes obligés de répercuter sur la vente de ces petits matériels. L'exclusion, la discrimination et la pauvreté frappent 4 handicapés sur 5. En Côte d'Ivoire, vivre dans la peau d'un albinos révèle d'une traque sans fin. Ils sont très souvent victimes d'enlèvements, de rituels sacrificiels, du trafic de leurs organes au nom de stupides croyances selon lesquelles on peut s'enrichir en les sacrifiant. Pour ceux qui ont plus de chance, ce sont les marginalisations et les discriminations tendant à nier leur humanité qui se partagent leur quotidien. D'après certaines études, plus de 50% des albinos sont victimes du cancer de la peau. 50% d'entre eux meurent avant l'âge de 50 ans. Tous les 3 mois, un albinos meurt quelque part en Afrique. 90% sont analphabètes. Et parmi ceux qui ont la chance d'aller à l'école, seul 1% franchit le primaire à cause notamment de leur myopie incorrigible. L'obtention d'un diplôme pour un albinos ne garantit pas l'accès à l'emploi. Dans l'imagerie populaire, sa seule présence au sein de l'effectif peut suffire à la faillite de l'entreprise qui l'emploie.
Ils vivent pour la plupart dans des familles très pauvres et sont livrés à la mendicité. Quant à leur accessibilité, les handicapés ne sont pas au bout de leur peine. Les caniveaux à ciel ouvert, les feux tricolores muets, les habitations en hauteur, les parkings non aménagés sont autant d'obstacles. Aujourd'hui, il faut dire qu'au plan physique, l'accessibilité des personnes handicapées est vraiment problématique. En ce sens que tous les bâtiments ne sont pas construits en fonction des personnes handicapées. Au niveau des transports, on ne tient pas compte de la personne handicapée. Au niveau de la voirie, les caniveaux à ciel ouvert, ce qui ne permet pas aux personnes handicapées de pouvoir s'épanouir. Au niveau de l'information, nous constatons aujourd'hui que grâce à la technologie qui a vite évolué, les personnes handicapées peuvent adapter cette nouvelle technologie aux personnes handicapées. Malheureusement, l'accessibilité pose problème. Au milieu de ce tohu-bohu, la femme et l'enfant handicapés. L'Afrique est réputée pour sa réticence à envoyer la femme à l'école à cause de la seconde place dévolue à celle-ci dans la hiérarchie sociale. Et lorsqu'elle est handicapée, c'est-à-dire une femelle paria, elle est livrée à elle-même, exposée à toutes sortes de violences, proie facile des prédateurs sexuels et autres aventuriers pour qui avoir des rapports sexuels avec une handicapée est une expérience exquise. Les préjugés sur sa capacité à procréer, à conduire un foyer ou à faire des enfants sans handicap vont bon train. Quant à l'enfant handicapé, il est considéré comme un échec social en devenir, traqué et abandonné le plus souvent par le père et trouve son salut dans les structures d'accueil qui lui apportent assistance et confort. Selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS, 15% de la population mondiale vivent avec un handicap. Ramené à la Côte d'Ivoire, ce chiffre représente 3 millions d'individus. Un chiffre d'autant plus alarmant qu'il est impératif de définir un cadre juridique clair qui pourra constituer le creuset de l'expression de leur épanouissement en tant que citoyens à part entière, jouissant des pleins droits et des libertés fondamentales. Il faut dire qu'en Côte d'Ivoire, il existe une loi. C'est la loi dite d'orientation en faveur des personnes handicapées, votée en 1998 par l'Assemblée nationale. Pour des raisons non encore élucidées, les décrets d'application de cette loi n'ont pas encore été pris par le chef de l'État. À côté de cette loi, il existe la Convention 61-106 de décembre 2006 des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées. Plus de 6 ans après sa signature, l'existence de cette convention est ignorée par la quasi-totalité des Ivoiriens. Non, ça je ne sais pas. Non. Non, je n'ai pas la connaissance. Je n'ai pas la connaissance de cette convention. Non, là je ne suis pas informé de ça. Je suis pas informé. Non, pas du tout. Non, je ne sais pas. Cette ignorance impose de définir la dite convention. Ce que je dois dire par rapport à cette convention, c'est que c'est une convention qui est très importante. Elle est très importante dans la mesure où elle constitue la synthèse de l'ensemble de toutes les conventions, de tous les accords et traités internationaux que l'État de Côte d'Ivoire a signés ou ratifiés. Elle est très importante, cette convention, parce qu'elle vient marquer de façon précise, volontariste, la volonté des États partis à faire en sorte que la question du handicap ne soit pas occultée nulle part. Que la question du handicap soit inscrite dans toutes les lois, dans toutes les actions de développement qui sont entreprises au niveau des États. La Déclaration universelle des droits de l'homme n'a pas perçu la spécificité handicap. Elle se fonde sur le droit de tous les humains. Mais il se trouve qu'au sein des humains se trouvent des personnes vulnérables. Et c'est pour ça même que, suite à ce constat, il y a des lois spécifiques qui ont été faites pour les enfants, parce que c'est les personnes vulnérables. Il y a des lois spécifiques qui ont été faites pour les femmes, parce que c'est les personnes vulnérables. Et dans cette même veine-là, des lois spécifiques des conventions ont été votées pour protéger les personnes handicapées, personnes vulnérables. Selon la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées,
On entend par personnes handicapées des personnes qui présentent des incapacités physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles durables, dont l'interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à leur pleine et effective participation à la société sur la base de l'égalité avec les autres. Cette nouvelle définition vient non seulement battre en brèche les perceptions stéréotypées véhiculées par l'imagerie populaire, mais pose surtout l'épineuse question du droit garanti à tout individu par la Déclaration universelle des droits de l'homme. C'est pourquoi, pour toutes les personnes handicapées dont les fédérations sont regroupées au sein de la Confédération des organisations des personnes handicapées de Côte d'Ivoire, COFSI, la ratification de la Convention des Nations Unies est la panacée à tous leurs maux. Cette confédération a été créée le 31 mars 2012 par la nécessité de fédérer toutes les forces vives impliquées dans la lutte pour l'amélioration des conditions de vie des personnes handicapées. La Confédération des organisations des personnes handicapées est composée de 7 fédérations qui sont la Fédération des aveugles et mouvements associés de Côte d'Ivoire, la Fédération des handicapés physiques et accidentés du travail de Côte d'Ivoire, la Fédération des albinos de Côte d'Ivoire, la Fédération des bègues de Côte d'Ivoire, la Fédération des sourds de Côte d'Ivoire, la Fédération des élèves et étudiants de Côte d'Ivoire et la Fédération des sourds aveugles de Côte d'Ivoire. Pour le président de la COFSI, homme d'action et de conviction, ainsi que pour tous ses compagnons de lutte, le mot d'ordre est clair et invariable. Lutter jusqu'à obtenir la ratification de la Convention. Obtenir la ratification de cette Convention permettra à toutes les personnes handicapées d'avoir leur place dans la société. Cette convention sera une aubaine pour les personnes handicapées, surtout les personnes handicapées sportives, qui d'ailleurs ont toujours fait la fierté de cette Côte d'Ivoire par ces nombreuses médailles que ces personnes ont toujours glanées. Il est vraiment important de se trouver dans un cadre formel par la ratification de cette convention. La ratification de la convention 106 viendra aussi donner à l'albinos un droit comme les autres êtres. Pour ratifier la convention sur le droit des personnes handicapées. Nous attendons que cette ratification arrive et qu'elle constitue vraiment le point de départ d'une synergie d'action en faveur de cette population vulnérable de notre pays. La Convention, pourquoi elle est importante? Elle est importante parce qu'elle règle beaucoup de questions pour les personnes handicapées, spécifiquement les femmes handicapées et les jeunes filles handicapées qui sont doublement marginalisées. Elles sont marginalisées parce qu'elles sont d'abord femmes et elles sont marginalisées du fait de leur handicap. Et la Convention vient pour régler cette double discrimination. Il faut ratifier la Convention parce que la Convention, quand elle est ratifiée, elle va avoir un impact sur la vie des personnes handicapées et sur la vie de leurs familles, parce que les personnes handicapées, quand elles ne sont pas intégrées, c'est des familles, c'est des milliers de familles qui souffrent, qui sont dans la souffrance, qui vivent souvent cette souffrance sur le salaire de la communauté. Or, au nom de la solidarité, au nom des devoirs que la nation a à l'endroit de ses enfants, nous pensons qu'aujourd'hui, l'important et le fondamental de ratifier la Convention pour que ces millions d'handicapés en Côte d'Ivoire, et leurs familles, leurs amis, tout l'entourage puissent véritablement vivre le bonheur. Donc il faut ratifier la Convention. Et pour cela, tous les regards se tournent vers l'État qui reste le seul pays signataire de la sous-région ouest africaine à n'avoir pas encore ratifié cette convention. Il faut dire qu'avant même la signature de cette importante convention, l'État de Côte d'Ivoire a toujours manifesté depuis son indépendance à l'égard des personnes handicapées, un souci majeur en mettant en place des politiques permettant l'insertion sociale, économique et professionnelle de cette catégorie de population. Revenons plutôt à la Convention. L'État de Côte d'Ivoire est signataire depuis 2006.
Dès que la convention a été adoptée à l'ONU, l'État de Côte d'Ivoire a été parmi les premiers États à l'avoir signée. C'est vrai que jusqu'à ce jour, la loi n'a pas encore été ratifiée, parce que vous savez très bien la situation que notre pays a connue ces dernières années. Il a été difficile de la faire adopter à temps. Des explications que ne partagent pas forcément les personnes handicapées, pour qui les raisons se trouvent sûrement dans le secours financier que pourrait entraîner la ratification de cette convention par l'État. À mon avis, ce qui fait peur à l'État de Côte d'Ivoire, ça doit être certainement le surcoût financier. Parce que nous disons, nous sommes dans un pays pauvre. Nous sommes maintenant un pays pauvre très endetté, puisqu'on a été admis au PPTE. Nous sommes un pays pauvre très endetté. Donc on se dit, ratifier la convention va entraîner, puisque la convention fait des obligations à l'État parti, va entraîner un surcoût financier. Mais il faut rassurer l'État de Côte d'Ivoire en leur disant que, en ratifiant la convention, les structures des Nations Unies se mettent en position pour accompagner. Aussi, cette convention est-elle un engagement pour les États partis? Elle a pour objet de promouvoir, protéger et assurer la pleine et égale jouissance de tous les droits de l'homme et de toutes les libertés fondamentales par les personnes handicapées, et de promouvoir le respect de la dignité intrinsèque. Pour les personnes handicapées, elle règle tous les problèmes secteur par secteur auxquels ils sont confrontés. C'est pourquoi, pour donner une chance à ces plus de 3 millions de personnes handicapées qui vivent en Côte d'Ivoire selon les chiffres de l'OMS et du PNUD, je lance un appel aux autorités gouvernementales de ce pays. Je lance un appel à l'Assemblée nationale, je lance un appel au gouvernement afin que la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées que la Côte d'Ivoire a signée depuis 2006 soit enfin ratifiée. Un tel cri de cœur sous-entend bien les énormes bénéfices qu'elle pourrait tirer de sa ratification. Une ratification qui, conformément aux lois en vigueur, doit suivre un processus décisionnel. Le processus décisionnel de la ratification de la Convention des Nations Unies de 2006 relative aux droits des personnes handicapées a besoin de 7 à 8 étapes majeures pour sa ratification. La première étape, c'est que le dossier, le projet de loi autorisant la ratification de la Convention des Nations Unies de 2006 relative aux droits des personnes handicapées est d'abord élaboré par la Direction de la promotion des personnes handicapées avec une note d'explication adressée au ministère d'État, ministère de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle qui, il faut le préciser, est le ministère de tutelle des handicapés. Le ministre des Affaires sociales valide le projet de loi et le transmet au ministère des Affaires étrangères. Ça, c'est la deuxième étape. Le ministre des Affaires étrangères, à son tour, va valider le projet de loi. Une fois le projet de loi validé par le ministre des Affaires étrangères, nous passons maintenant à la troisième étape. Le ministre des Affaires étrangères va introduire le projet de loi autorisant la ratification de la Convention au secrétariat général du gouvernement. Une fois le projet de loi autorisant la ratification est adopté en Conseil des ministres, le président de la République donne son accord pour que ce projet aille à l'Assemblée nationale. Et une fois c'est arrivé à l'Assemblée nationale, le Conseil constitutionnel doit se prononcer pour dire si oui, la Convention et le contenu du projet de loi sont conformes à la Constitution. Et dans ce cas, l'Assemblée nationale vote la loi autorisant le projet de ratification. Juste après cette étape, le président